parcours politique du Bénin a été profondément redéfini avec l'introduction de la réforme du système partisan, un processus enclenché pour mettre fin à une fragmentation politique jugée nuisible à la gouvernance. C'est dans ce contexte que l'honorable Orden Aladati, président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, a initié une communication le 8 avril 2025 à Cotonou, dans l'enceinte de l'hôtel Azalaï. L'objectif, expliquer, contextualiser et clarifier les dispositions du code électoral, notamment la question des seuils, du parrainage et les enjeux de représentativité. Pour planter le décor, un documentaire intitulé « Éléments de mémoire » a été projeté. Il revient sur la période allant de 2015 à 2018. Mais j'ajoute qu'il était non seulement confronté aux réalités du pouvoir, il y avait ceux qui l'ont porté au pouvoir et qui l'ont amené au premier tour avec 35%. Il n'a pas cru lors de la forme du premier gouvernement. J'ajoute que, par rapport à mon expérience, en 5 ans, plusieurs gouvernements ont été formés. On a toujours fait plusieurs remaniements. Donc on pouvait être patient et permettre qu'il se rattrape. Mais ce n'est pas ça. Nous devons revoir les choses de telle sorte que nous ayons au Bénin un nombre de partis réduit. C'est sur ce constat que l'honorable Orden Aladati s'est appuyé pour défendre la réforme du système partisan. Selon lui, la démocratie béninoise héritée de la conférence nationale avait montré ses limites. Il fallait oser un nouveau cadre de gouvernance plus structurant et plus responsable. La corrélation entre le développement économique et l'assainissement du système partisan est systématique. On ne peut pas espérer s'en sortir avec un désordre au niveau du système partisan. Ce n'est pas possible. Là, nous ne parlons pas du président Patrice Talon. Nous parlons du Bénin, de notre Bénin au fait. Alors, 2 points clés. Constat amer, un pays à la limite de l'ingouvernable. C'est ce que nous étions. Toutes tendances confondues, c'est ce que nous étions. Et ce n'est pas Patrice Talon qui a demandé que ce système soit rénové. C'est bien avant. Les témoignages que nous avons reçus, ce sont des témoignages d'avant. Et vous avez vu que ceux qui ont décidé de se mettre ensemble, tout le processus pour aller convaincre leur propre base de ce qu'il faut se fondre dans de grands groupes. Chers amis, le modèle hérité de la conférence nationale ne marche pas. Le modèle hérité de la conférence nationale ne marche pas. J'ai dit modèle et non acquis de la conférence nationale. Les acquis de liberté, de démocratie ne sont pas mis en cause. Le libéralisme économique, personne ne touche à ces acquis de la conférence nationale. Mais le modèle démocratique, mal assimilé, issu de la conférence nationale, ne marche pas. Et j'ajoute que le démocratisme n'est pas la démocratie. Et souvent, la confusion est très vite établie. Dans son exposé, Orden Aladati est revenu sur l'épisode sensible de la tentative de révision de la Constitution. Un épisode qui a bouleversé le paysage politique béninois. L'échec de la révision constitutionnelle était introduit, les débats ont commencé 4 avril 2017. Ça a bouleversé le paysage politique. Avant l'échec de cette révision, il n'y avait pas d'opposition au Parlement. Le président Patrice Talon nous avait dit, député, moi j'étais suppléant du président Djobrenou, 1 an après, lui va au gouvernement et je deviens député à l'Assemblée nationale. Et toutes les réunions politiques à laquelle donc je participe, et Guy Mitokpe était à la table un jour, nous étions avec les FCBE, et le président Talon nous dit, chers amis, je n'ai pas envie de faire du 2 poids 2 mesures. Si vous me voyez faire du 2 poids 2 mesures, alertez-moi, parce que telle n'est pas mon intention. Monsieur Mitokpe et moi, on se regarde. Nous venons de gagner le pouvoir. Nous sommes à table avec ceux que nous avons combattus.
et notre leader nous dit « j'ai pas envie de faire du devoir de mesure entre vous », ça a tout son sens. Évidemment, quand le président approche les députés, il nous dit « vous allez m'aider à réviser la Constitution ». Je l'ai dit dans mon projet de société, le contenu est très clair, mais ce ne serait pas suffisant. Vous allez m'aider à prendre une douzaine de textes de loi. Et avec ça, si vous m'aidez à faire ça, quiconque prendra le pays pourra gouverner. Ce pays, je vous ai dit, était à la limite de l'ingouvernable. Et c'est ce séminaire-là, on a été à Dassa, où certains ont fait que les réseaux qui ont l'argent à circuler là, c'est ça à Dassa. Ou des projets gouvernementaux, parce qu'en ce moment, la Constitution n'était pas révisée, il fallait passer par la Cour suprême quand des projets devaient atterrir sur la table des députés. Ça prenait du temps. Ça pourrait faire énormément de temps à la Cour suprême. Et parce que le président Talon était pressé, il appelle tous les députés, toutes tendances confondues, y compris la FCDE. On n'avait pas d'opposition de majorité. Pour dire, vous allez m'aider à porter ces textes-là. Et quand on va le faire, quiconque prendra le pouvoir, n'oubliez pas que nous étions dans le mandat unique, comme vision. Quiconque prendra le pouvoir après moi pourra gouverner ce pays. Et nous sommes allés dans ça. Une douzaine de textes. Vous avez la loi sur les collaborateurs externes. Vous avez le texte sur les zones économiques spéciales qui nous a permis aujourd'hui d'avoir Glodjigbe. C'est depuis ce moment-là. Alors, quand la réforme constitutionnelle a échoué, il y a eu cristallisation politique au Parlement. C'est donc au lendemain de cet échec que les forces politiques, ayant dit oui à la révision donc, de M. Patrice Talon, se sont mises ensemble pour créer le bloc de la majorité présidentielle. Et l'embryon donc d'une opposition, d'une minorité qui commence par se former autour de ceux qui ont voté non à la révision constitutionnelle. Sinon, le président Talon, au début, n'avait pas d'opposition, il ne voulait pas tenir d'opposition, ni de mouvance. Il ne voulait pas. Il fait les réformes, fait le job et il part. Quelqu'un a dit, confidence la fois dernière, le président Talon, si quelqu'un est de sa famille ici, il a dit à toute sa famille, c'est vous qui allez venir me dire que j'ai bien fait, je vais rester. Je ne veux pas. D'abord à sa famille, donc ce n'est pas une confidence, ça. Le séminaire d'Azalaï, inclusion totale, société civile, tout le monde y était. Les travaux, études en commission, juin-juillet 2018, pour la charte là, ça a commencé là, et puis adoption de la loi portant charte des partis politiques, à l'unanimité, moins 2 abstentions, adoption de la loi 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral en République du Bénin. Et des lois contestées et dès leur adoption. Même avant, vous avez suivi tout à l'heure le chantier. Ce que le membre de la minorité a dit, c'était juste au lendemain du séminaire d'Al-Salahi, où ils ont organisé un séminaire d'appropriation pour mieux comprendre le projet qui est arrivé au Parlement. Et déjà en ce moment, la contestation. Et au Parlement, ça se disait, ça ne se passera pas au 229. C'est ce qui se disait. Tout le monde a suivi ça, sans même aller au contenu. On suspecte déjà qu'il a dû avoir quelque chose. Et puis c'est ça. Les difficultés ont commencé à partir de cet instant-là. Il y avait au bout de la chaîne les délais de la CEDEAO, parce que le temps passait. Et dans le protocole additionnel de la CEDEAO, vous ne pouvez pas faire des réformes en matière électorale dans un délai de 6 mois avant le scrutin. Si on doit le faire, c'est que toute la classe politique dans son ensemble se met d'accord pour le faire. S'il y a consensus, on peut toucher aux tests électoraux. Sinon, vous ne pouvez plus. Et donc, nous étions à la veille de ce délai-là quand la loi atterrit à l'Assemblée, en commission et autres. On était pressés, tenus par le temps, le délai de la CEDEAO. Donc, la charte, les difficultés, le code, ces difficultés, le président dit, mettez-vous ensemble pour trouver le consensus, pour pouvoir toucher, puisque si on ne touche pas, on rentre dans le délai de la CEDEAO. J'ai mis consensus avorté, je ne vais pas épiloguer sur ça, on n'a pas pu. Nous sommes allés aux élections dans ce contexte, et vous savez tout ce qui a suivi.
élection violente. Et le lendemain, le chef de l'État nous convie au Palais des Congrès. À l'initiative du président de la République, les partis politiques légalement constitués ont pris part à un dialogue politique organisé à Cotonou du 10 au 12 octobre 2019. Suite à cette rencontre, un rapport final et une synthèse de rapport portant sur les points de consensus ont été transmis au chef de l'État. Ce point de consensus, vous allez le voir, a été signé par tous les partis qui étaient là. Je fais partie des rapporteurs. On a mis les points d'accord d'un côté et les desiderata de chacun des partis d'un autre côté. On dit de toutes les façons, nous allons donner tout ça au chef de l'État, il en fera ce qu'il veut. Moi, les points d'accord, chaque parti au dialogue politique a signé. Et c'est ça qu'on a opérationnalisé après pour amener les corrections qui sont venues après le premier code de 2018 et la charte de 2018. Vous allez comprendre ça. Alors, suite à ces rencontres, un rapport final et une synthèse du rapport portant sur les points de consensus ont été transmis au chef de l'État. Le 17 octobre 2019, le président de la République et les membres de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale ont tenu, à l'invitation du président de la République, une réunion au palais de la présidence de la République en vue d'examiner les conclusions du dialogue politique. Au cours de cette rencontre politique, le président de la République a perdu pour leur prise en compte diligente par la représentation nationale. Dans ce cadre, un comité d'experts a été chargé d'exploiter les documents, rapport final et synthèse du rapport issu du dialogue politique en vue de faire des formulations techniques qui permettraient une mise en œuvre diligente des recommandations. Suite aux travaux du comité d'experts, 6 propositions de loi ont été adoptées par les députés et promulguées par le chef de l'État. Opérationnalisation du dialogue politique. À l'issue des travaux du groupe des experts chargés de réaliser la réalisation du dialogue politique, outre les dispositions constitutionnelles qui ont été retouchées, 2 textes ont été révisés, tandis que 4 autres ont fait l'objet d'une création nouvelle. Les textes qui ont fait l'objet de révision sont les suivants. Loi 2019, portant révision de la Constitution de 90, la révision de la Constitution. Voilà, il y a ça à faire objet de tollé, et je pense que le moment est venu de démystifier cela. En 2019, nous étions déjà allés aux élections avec une nouvelle représentation nationale, et qu'est-ce qui a été mis? C'est la chefferie traditionnelle. C'est l'année électorale. C'est le renforcement du critère pour que nul de sa vie ne fasse pas plus de 2 mandats. Le mandat de la HAC a été renouvelé parce que les membres de la HAC, ce n'était pas renouvelable. C'est dans cette constitution qu'on a mis mandat renouvelé. Avant, on n'avait jamais eu plus de 8 femmes à l'Assemblée nationale. On a touché une disposition de la Constitution pour qu'on permette aux femmes d'avoir une meilleure représentativité dans les instances de décision. Parce qu'un article de la Constitution, je crois l'article 26 de la Constitution, sans qu'on ne touche à l'article 26 de la Constitution, on ne peut pas faire de la discrimination positive au profit des femmes. Notre Constitution ne le permettait pas. Et la Cour a déjà rétorqué plusieurs initiatives par le passé, dans l'armée, dans la police, au moment où il fallait envoyer des fonctionnaires nous représenter donc, dans les missions de l'ONU et consorts. La Cour a rétorqué pour dire, vous ne pouvez pas, dans la cité, faire des conditions particulières aux femmes. Donc, sans toucher la Constitution, pour permettre, dans l'article 26, de pouvoir faire cette ouverture-là, il n'était pas possible d'avancer. Donc, toute révision de la Constitution n'est pas mauvaise. Et c'est pourquoi, sous l'éclairage du président de la République, on dit, mais qu'est-ce qui fait tant peur aux Béninois quand on parle de révision constitutionnelle? C'est la question des mandats. Donc, verrouillons pour que ce qui est utile pour le développement du pays, on puisse quand même le faire. C'est pour ça qu'on a mis cela, pour apaiser tout le monde. Malheureusement, ce débat-là, c'est revenu maladroitement. Et je crois que ça se tasse un peu et ce serait tant mieux pour la... Dans la continuité de sa démonstration, Orden Aladatine a décodé les principaux piliers du code électoral, notamment les critères de représentativité et le parrainage présidentiel. Il explique que les seuils électoraux visent à garantir que les partis politiques aient une assise réelle sur le territoire national. Préserver la prépondérance des partis politiques dans les compétitions électorales et assurer la promotion de ceux qui sont suffisamment représentatifs au plan national. La prépondérance. Et ceux qui, par le jeu des fusions et autres, se structurent
deviennent forts, il faut que par des dispositions légales, on assure leur promotion. Tout le nœud est là. 10%, 15%, 20%, c'est là, c'est son siège. Comment faire pour que les partis soient prépondérants dans la dévolution du pouvoir? Les partis vont exister, le multipartisme demeurera intégral. Si vous avez 15 personnes par commune, vous allez créer votre parti. Si vous avez un siège parti, vous aurez le parti. Mais ce que vous ne pouvez pas avoir si vous n'êtes pas fort, si vous n'avez pas une envergure nationale, vous ne serez dans aucun cercle de décision, ni au niveau communal, ni au niveau législatif. Et si vous n'êtes pas au niveau communal, vous ne pouvez pas être délégué, parce que c'est le parti qui gagne dans le quartier qui prend le chef village. C'est une toile autour de la prépondérance des partis politiques dans la dévolution du pouvoir. Mais pour que les partis jouent ce rôle fondamental, il faudrait qu'ils soient assainis, qu'ils soient sérieux. Tout le débat est là. Donc ce n'est pas pour exclure quelqu'un, ni. Vous avez vu tout ce qui a été fait, les partis qui se sont regroupés, les alliances qui se sont formées. Et vous allez me dire que ceux qui n'ont pas fait ce cheminement-là, ils se trouvent exclus aujourd'hui. C'est clair, c'est mathématique. Si vous n'avez pas fait ce cheminement et que vous ne voulez pas le faire, vous ne passerez pas. Ce n'est pas une menace. C'est conçu comme ça. En fond, on dit, et non foncez en monorément, toi. C'est ça le problème. Il faut s'y prendre. Ce code a été voté, il faut s'y mettre. On peut. Chacun peut. Moi, quand on a entamé cette histoire en 2018, avant 2018, moi, c'était secrétaire général d'un parti Alternative Citoyenne. On a été aboumé pour dissoudre le parti et prononcer sa fusion prochaine dans ce qui est donné UP. Plus de 100 partis et des mouvements au palais des congrès. Chacun a donné des droits de participation. Les gens couraient dans tous les sens pour venir à ce congrès-là. Ça a été la même chose du côté du BR. Ceux qui n'ont pas fait ça, même dans la mouvance, c'est difficile de s'en sortir. Et ceux qui ne s'en sortent pas, il n'y en a pas que dans l'opposition. Il y en a des partis de la mouvance qui ne s'en sortent pas aussi. Et chacun oublie de le dire très souvent ça. OK. Donc, mettre en place dans le processus de l'élection du président de la République un mécanisme de parrainage par des élus politiques notamment. Parce que vous ne pouvez pas, pour la dévolution du pouvoir au niveau communal, dire que ce sont les partis qui sont prépondérants, qui proposent des listes de candidats au communal. Aux législatives, ce sont des partis qui proposent des listes pour les législatives et rompent la chaîne au niveau présidentiel. Pour que quelqu'un qui n'est pas dans cette dynamique du tout vienne un beau matin avec peut-être beaucoup d'argent, ça ne donnera rien. C'est pour ça que, comme on ne peut pas mettre dans la Constitution que le président de la République est proposé directement par un parti politique parce que c'est un contrat entre un homme et son peuple quand même, la présidentielle, on risque d'être rétorqué par rapport à la Constitution, par rapport à ça, mais il faut assurer l'œil des partis politiques. C'est ça l'institution du parrainage. Évidemment qu'il y a plusieurs sortes de parrainage populaires et consorts. Nous, on a opté pour ce qui est politique. Maire et député. Recommandation numéro 3, c'est 2 et 3, le siège. Hein. Ça, c'est les élections générales. Parce qu'il y avait trop d'élections, avec tout ce que ça faisait comme dans l'administration, le stress dans l'administration, les chocs psychologiques, le séminaire Zalazani a montré qu'on ne peut pas aller aux élections tous les jours. On a classé, vous allez voir, toutes les 2 ans, on était en élection. Ce n'était pas tenable, ce n'était plus possible. Quand on a institué les élections générales, et j'entends certains dire, mais le poste de vice-président, ça sert à quoi? Fondamentalement, c'est pour assurer la continuité de l'État en cas de vacances. Après, il faut lui donner un job. Mais fondamentalement, c'est conçu pour assurer la continuité de l'État en cas de vacances de pouvoir. Parce que si vous prenez un président de la République dans une logique d'élection générale, et que par malheur, vous prenez un président de chose là qui devient
handicapé qui devient vacant, le système de dévolution, pour le changer, si vous faites ça, vous allez casser les élections générales. L'élection du président de la République, par exemple, c'est 5 ans. Le président fait 2 ans et meurt. Vous, Canflan, on ne souhaite pas ça pour notre pays. Après, on met un président. Le président de l'Assemblée nationale organise les élections et on prend un nouveau président quelques mois après. Le mandat, là, ça va faire 5 ans. Donc, vous cassez l'année électorale. Ça veut dire que le président qui est élu, quel que soit le cas de figure, il faut que son mandat finisse. C'est ça, le montage. Après, on voit ce que la personne fait, on dit ça ne sert à rien. Pourquoi? Sans aller dans le contenu, on critique. Voilà le siège de cette décision sur l'année et les élections générales. C'est pour assurer la continuité que le poste de vice-président a été institué. Alors, ce que vous attendez, on va survoler ça, vous connaissez le code. C'est la réforme de 2024. Parce qu'il y a eu 2018, il y a eu 2019 pour corriger les difficultés qu'on sort. Et puis, par rapport à l'objectif fondamental, parce que je dis tout ce qui se joue avec les chiffres, l'articulation des choses, c'est par rapport à l'objectif fondamental. Où allons-nous? Au début, avant Patrice Talon, certains ont dit qu'il faut 2 à 3 partis essentiels et tout ça. Quel est le mécanisme pour y arriver? Quand vous mettez le curseur, que vous constatez que ça ne permet pas d'y arriver, vous regardez le curseur. C'est sur le curseur, ça va se jouer. C'est ça. Donc, ça. Mais avant ça, pour vous montrer ce que c'est que le curseur, personne ne remarque ça. Je vais vous faire une confidence. Il y a un article, vous m'avez imprimé l'article 242. Donnez-moi ça. Ah, c'est ici. Le code de 2018 a prévu un article 242 qui a été fortement contesté dans la presse. Je vais vous lire comment c'est intitulé. Et pourquoi c'est écrit comme ça, je vais vous l'expliquer. L'attribution des sièges aux différents listes en présence s'effectue selon le système du quotient électoral. Le nombre de suffrages valablement exprimés est divisé par le nombre de sièges à pourvoir pour obtenir le quotient électoral de la circonscription électorale. Le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par ce quotient électoral et le résultat donne le nombre de sièges à attribuer à la liste. Les sièges restants sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. Seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national se voient attribuer des sièges sans que le nombre de listes éligibles ne soit inférieur à 4. Toutefois, si le nombre de listes en compétition est inférieur à 4, toutes les listes sont éligibles à l'attribution de sièges. C'est un truc là que beaucoup n'ont pas compris. C'est quoi? Je vais vous dire l'histoire de cet article 242. Nous étions dans les discussions. Nous étions au lendemain de la formation du bloc de la majorité, dirigé par le ministre Abim Bola. Et les discussions ont dit, on fait comment? Vous qui êtes de la Bola, voilà que la réforme du système partisan va s'amorcer. Nous qui sommes autour du président de la République, on fait combien de partis? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que chacun va de son... Un peu quand même de discussion pour voir les courants, les affinités et consorts. Les discussions à l'intérieur du bloc de la majorité présidentielle ont abouti, je vous épargne des détails, 3 partis. On dit un parti, ça fait un parti unique. Si vous faites 2 partis, ça risque de faire nord-sud. N'oubliez pas que la dynamique unitaire que vous avez vue dans le film là tout à l'heure, qui, dans son évolution, a donné avec d'autres le BR, était déjà en gestation. Donc si vous dites 2 partis, vous allez avoir une cristallisation nord-sud. De façon responsable, dans le BMP, on a décidé de faire 3 partis dans la mouvance. Alors, quand il fallait faire le code électoral, dans les discussions au BMP, mais c'est quelqu'un qui sort pendant qu'on a fini toutes les discussions, et si on va aux élections, et que seuls les 3 partis du BMP ont les 10%, on fait comment? Tout le monde s'est rassis. Tout le monde s'est rassis. C'est là où on dit, ah, il faut que l'opposition soit là. C'est ça l'article 242 là. Sans que le nombre de sièges ne soit inférieur à 4 sièges gymnastiques. Quand les gens sont parlés, je dis, mais voilà l'objectif. Si vous avez une meilleure articulation, dites-nous. Pas discutable, c'est ça l'objectif. C'est pour qu'il y ait un parti de l'opposition. On est parti pour 3. Après, ça n'a pas fonctionné. Parce que les 3 tels que nous avons fait là,
Je ne sais pas si c'est pas difficile, c'était dans une discussion politique. Et le chef de l'État dit, ce que vous avez fait là, moi j'ai une réserve. On dit quoi encore? Il dit, ce que vous avez amené là, je ne veux pas faire hériter ça au pays. Parce que ça faisait Sissou, Maga, Ahomarebe. C'est ça que ça faisait exactement. Dynamique unitaire, PRD, EUP. Il dit, ça vraiment, nous nous sommes vus encore au BNP. On a parlé. On dit, on fait deux parties. On va faire deux parties. Et le président de la République nous invite. Ah, nous dit, nous sommes en train de parler, il nous invite, on est allé le voir. Il dit, bon, j'ai appris ce que vous êtes en train de discuter, ce que vous êtes en train de faire. Mais j'ai une exigence. Le PRD ne doit pas rester avec l'UP. Pourquoi? Il y avait la dynamique unitaire. Si le PRD va sur l'UP, ça fait nord-sud. Tout de suite. C'est ça. On a commencé les tractations. C'est là où le PRD, ensemble avec la dynamique unitaire, ont donné le bloc républicain. C'était parti républicain, mais le parti de Kwedjisi était appelé parti républicain, et puis ils se sont dit, bon, on s'appelle bloc républicain. Vous avez vu, ces choses-là ne sont pas des choses ex nihilo qui viennent comme ça. Donc quand ils ont fait ça, nous, au BNP, on a dit, mais voilà qu'on a déjà dit qu'on va prendre 4 partis. On va encore changer le code. Parce que c'est pour qu'il y ait l'opposant. Maintenant, nous sommes 2. Ça fait 2. Les discussions ont commencé. Le chef d'État nous appelle. Pour dire, j'apprends que vous êtes en train de faire les tractations pour reprendre le code pour que le nombre de partis éligibles soit 3. Qu'est-ce qui arrange le pays? Pourquoi vous regardez que vos intérêts partisans... Maintenez moi, je ne suis pas pour. On a maintenu l'article 242. Mais quand on a maintenu l'article 242, le lendemain, c'est mon analyse personnelle, hein, ça peut ne pas être ça. Certains partis qui étaient en discussion serrée dans l'un ou l'autre des blocs, espérant une place, parce que nous sommes 2 désormais. On ne peut pas aller aux élections sans qu'il y ait ces 2, peut-être, plus FCBE. Mais il y a une place à prendre. Qui va prendre ces places-là? Naturellement, certains de la mouvance ont cassé les discussions pour dire « je suis bloc, moi seul ». C'est espérant cette 4e place. C'est mon analyse personnelle. Naturellement, nous sommes allés au dialogue politique. Et puis cet article 242, on est revenu dessus. C'est 10% ou rien. Parce que si vous faites des allées et venues comme ça, le paysage va continuer à se fracturer. Alors que l'objectif, c'est quoi? C'est vers le rassemblement, ce n'est pas l'émiettement. Il faut toujours avoir ça en tête. Donc je dis, les chiffres, ce n'est pas que des jeux de mots, ça vise un objectif. C'est ce que j'ai voulu expliquer en donnant l'exemple de 242, qui était une station importante dans cette communication. Le 60 jours avant la date du scrutin, soit 15 jours pour l'élection des conseillers communaux. Parce que les conseillers communaux, les dossiers là, c'est beaucoup. Donc il faut que la Sénat ait du temps, il commence plus tôt. Et 15 jours après, les candidats à la députation commencent par amener leur dossier. Ils seraient déjà avancés substantiellement sur le traitement des dossiers des conseillers communaux. Et puis 180 jours avant la date du premier tour pour l'élection du duo président de la République et vice-président de la République. Ce sont les nouvelles dates qu'il faut connaître. Sur le mécanisme de parrainage présidentiel, il précise qu'il s'agit d'un filtre démocratique confié aux élus qui doivent s'assurer de la crédibilité des candidats à la magistrature suprême. Les modalités de parrainage, ça c'est dans l'article 132 nouveau que vous l'avez. Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s'il est dûment parrainé par un nombre de députés et ou de maires correspondant à au moins 15% de l'ensemble des députés et des maires et provenant d'au moins 3/5 des circonscriptions électorales législatives. Voilà, disposition très querellée. Voilà, mais c'est l'objectif. C'est l'objectif. Vous mettez des curseurs qui permettent d'assainir et de pousser au recrutement. L'option, c'est un nivellement par le haut. Si vous faites le nivellement par le bas, chacun des grands partis que vous avez aujourd'hui
vont se voir entre eux pour dire, moi seul, ce seuil qu'on a fixé là, je peux. Et les grands partis d'aujourd'hui vont encore se fissurer. Il faut le savoir, ça. Donc quand on dit qu'il faut ouvrir le grand parti, vous savez, si on ouvre tel qu'on va ouvrir, il faut savoir que les grands qu'on a aujourd'hui vont encore se disloquer. Si on ouvre tel qu'on, vous mettez le curseur à un point, les démocrates vont se disloquer, le PR va se disloquer, l'UP va se disloquer. Ça dépend de là où vous mettez le curseur. Il faut le savoir. Donc c'est pourquoi je dis, la manipulation des chiffres n'est pas un simple truc qu'on met de façon fantaisiste pour la voler. Non. Alors, le parrainage. Un député ou un maire ne peut parrainer qu'un candidat membre ou désigné du parti sur la liste duquel il a été élu. Voilà, donc vous êtes dans un parti, soit c'est le candidat désigné. S'il n'y a pas trop de discipline, il peut y avoir plusieurs candidatures et quelques indisciplinés peuvent aller ailleurs. C'est ce que ça veut dire concrètement. Sinon, la discipline du parti veut qu'on aille dans le sens du candidat désigné par le parti. Mais il y a l'ouverture démocratique qui permet de pouvoir faire autre chose, sommes en démocratie. Toutefois, en cas d'accord de gouvernance conclu, avant le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle et déposé à la Sénat, le député ou maire peut parrainer un candidat membre de l'un ou l'autre des partis signataires de l'accord. Voilà. Donc, si nous sommes en partenariat, en accord avec un parti tierce, après, pour des questions stratégiques, on peut décider de parrainer l'un ou l'autre des candidats ou du candidat de l'un des partis à l'accord. Le seuil d'éligibilité pour l'achat des sièges aux législatives, c'est l'article 146 nouveau. Seuls sont éligibles à l'attribution des sièges les listes ayant recueilli au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des circonscriptions électorales législatives. Mais là, alors, c'est toutes les circonscriptions. Voilà. Quand vous prenez le grand parti, le plus grand parti du Bénin aujourd'hui, l'UP, le Renouveau, il n'a pas les 20% partout. Il n'a pas les 20% partout, donc ce parti doit faire l'effort d'avoir les 20% partout. Mais la question qui est posée, c'est au cas où personne n'a les 20%. Mais il y a le code qui permet un atténuement que personne ne dit. Donc, toutefois, pour les partis politiques ayant conclu et déposé à la Sénat, préalablement à la tenue du scrutin, un accord de coalition parlementaire, il sera procédé pour le calcul du seuil prévu à l'alinéa précédent à la somme des suffrages de ceux ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au plan national. Interprétation facile. En réalité, c'est les 10% qui sont maintenus. C'est les 10% qui sont maintenus. Il faut le savoir, ça. Après, vous allez aux élections et on met le seuil, le nivellement par le haut, pour pousser les gens à un peu plus d'efforts en disant que c'est 20%. Ceux qui ont 10%, parce qu'ils sont déjà quand même d'envergure nationale, et qu'on pousse vers les 20%, il y en a qui se parlent entre eux. C'est pour de futurs regroupements encore potentiels. On dit, bon, donc si vous avez un tel accord, vous là, on va calculer vos voix ensemble. Et si dans toutes les circonscriptions, vos voix ensemble, à condition que vous ayez 10%, si dans chacune des circonscriptions, vos les suffrages exprimés en votre faveur, donc par circonscription, atteignent les 20%, donc vous serez sauvés. Quelqu'un m'a posé la fois dernière, j'étais avec les élus locaux, le conseiller à la Cour suprême, pour dire, mais vous avez 20% partout, et dans une seule, vous avez 19%. Tout n'est pas perdu. Si vous êtes en accord avec un parti qui a au moins 10%, ce parti-là, là où vous n'avez pas les 20, il vous manque un, pourra vous amener le pourcent. Là. Mais c'est à condition d'avoir 10%. Si vous êtes en accord de gouvernance avec quelqu'un, où vous avez les 10%, que la personne n'a pas les 10%, cette voix ne vous pas. Donc quand on ira aux élections, la première chose que la Sénat va faire, c'est de voir ceux qui ont 10%. Tous ceux qui n'ont pas 10% ne vont nulle part, ils ne peuvent pas être éligibles, ils ne peuvent aider personne, on les met de côté. On va regarder maintenant dans ceux qui ont 10% là. On regarde, au plan national, on met de côté. Dans ce lot-là, ceux qui ont 20% partout passent. Maintenant, ceux qui n'ont pas 20% partout, en ce moment,
on commence par voir les accords de gouvernance. Et si quelqu'un a un accord de gouvernance dans le lot avec un autre, on jumelle et puis voilà. Donc la base demeure les 10%, mais il y a un nivellement vers le haut qui tombe vers 20%. Mais on dit si vous n'avez pas les 20%, il y a possibilité d'être toujours ensemble pour avoir les 20%. C'est ça. Donc, vous allez voir tout à l'heure le nombre de partis qu'il y a dans la mouvance et le nombre de partis dans l'opposition pour voir qu'il n'y a pas d'exclusion et que les élections n'ont pas encore lieu et que nous sommes équidistants. Zinzin. La désignation des chefs de quartier, je l'ai dit tantôt, c'est l'article 201 nouveau, où on va aux élections, on voit tous les candidats. Même si vous gagnez quelque part et que vous n'êtes pas éligible au partage des sièges, vous ne désignez pas de chef de village, de chef de quartier. C'est ceux qui ont les 10% qu'on prend, et parmi eux, on voit qui a gagné où, et le parti va nommer, parce que c'est une fonction administrative, les questions de chef de village et de quartier. Ça coûtait trop cher, et le contentieux n'a pas fini d'être vidé jusqu'à aujourd'hui. Les partis n'arrivent même pas. Il y a certains qui ont été élus dans un quartier qui n'est pas le leur. Parce que pour faire ça, il y a plein d'erreurs et tout ça. Dit non. Celui qui gagne, il administre et puis voilà. Bon, il y a quelques articles suggérés par la Sénat que nous avons corrigés très rapidement. Vous savez, les statistiques, c'est ce qui demande de mettre des données à la disposition de la Sénat pour permettre à la Sénat de faire un peu ses calculs et ses évaluations budgétaires. L'article 37, éclatement des arrondissements. La Sénat nous a dit qu'il y a certains arrondissements qui sont très volumineux. Quand vous prenez Calavier, vous avez Godomé. Pour centraliser les résultats, ça peut durer jusqu'au lendemain soir. Donc on a les résultats partout, mais à Godomé tout près, les résultats ne viennent pas. Donc c'est pourquoi la Sénat nous dit, permettez-nous de fractionner ces grands arrondissements en zones. Donc ils vont nommer des coordonnateurs de zone. Et puis la somme des coordonnateurs de zone va donner la somme de l'arrondissement. Tout ce que nous avons dit à l'Assemblée nationale, c'est que quand la Sénat va faire ce découpage-là, on a donné un délai pour que la Sénat rende public les arrondissements qui ont été coupés en zones pour la transparence et que chacun sache ce qui est fait avant pour la transparence électorale. Donc le moment venu, quand la Sénat va le faire, la société civile, les membres qui sont ici, doivent chercher à voir quel est le découpage des arrondissements les plus grands en zone. Alors, le logiciel. La Sénat avait composé un logiciel qui aide énormément les partis politiques à structurer les candidatures, titulaires, suppléants et consorts. Ça nous aide énormément. Ce n'était pas dans la loi, on a consacré dans la loi pour que ce soit cela. Alors, la déclaration de candidature, on en a parlé, et puis l'encre tampon. Je ne sais pas comment les anciens législateurs ont fait, c'est toujours resté dedans. On discute pour dire on va enlever ça, mais c'est toujours resté. On met son affaire dans l'encre indélébile et pour émarger sur la fiche, toute la fiche d'hébergement est tachée. On a changé ça. Quand vous finissez, vous mettez dans l'encre tampon pour aller émarger. C'est après qu'on vous met l'encre indélébile sur le pouce. Ce n'est pas les mêmes encres, quoi. Donc on a c'est suggéré par la Sénat. Ils sont venus un mémoire lourd comme ça et qu'on a pris en compte. C'est vrai. Quelques clarifications. Il se dit abondamment sur les réseaux sociaux. Et j'ai écouté sur une émission de Herbert Wimbo que j'ai vu dans la salle, j'espère qu'il n'est pas encore parti. Quelqu'un dit qu'on ne permet pas aux partis dans les arrondissements de capter le PV. Ça a été tout. Depuis 2018, en tout cas, c'est comme ça. Nous, on n'a pas touché ça, ni en 2019. Ni en 2024, on n'a pas touché à ça. On n'a pas touché à ça. Donc, les gens ne véhiculent plus ce genre. On n'a pas touché à ça. Et puis, ce qu'ils disent n'est pas totalement... Nous-mêmes, ça nous interroge un peu tel que c'est formulé. Nous avons appelé au téléphone le président, pas le président, le directeur général des élections. Le directeur général des élections a dit, les PV là, c'est les agents là qui copient. Et c'est fastidieux. Pour faire 1, 2, 3, c'est fastidieux. Donc si on doit faire ça pour chacun, on n'aura pas les résultats. C'est lui, il a dit au téléphone, on a mis ça. Et quand l'organe chargé de l'opérationnalisation des élections, même vous dites ça, vous faites comment? Je dis, mais pour les partis, on fait comment? Il dit,
il y a une copie qu'on affiche, il y a une copie qui est là. Chaque parti en lice doit s'approprier cette copie et s'arranger pour flasher ça de toutes les façons pour prendre. Mais la première mesure pour assurer la transparence électorale, c'est capter les résultats au niveau des postes de vote. Et sans faire de la fanfaronnade, j'ai été observé en tant qu'acteur de la société civile les élections au Ghana et je suis resté quelques jours pour étudier le système ghanéen où dès le soir du scrutin, il y a les résultats. Et quand je suis venu, j'ai envoyé un mémo à l'Assemblée nationale. J'étais acteur de la société civile, dirigé par les dignitaires Wambwe Bla et autres. Et c'est Tchabi Sika qui a organisé la rencontre entre nous. Je suis allé là-bas avec un acteur de la société civile qui demeure dans la société civile, Gedegbe Atayi, je l'ai vu tout à l'heure. Il est là. Je suis allé à l'Assemblée nationale défendre ça, qui est le principal gage de transparence qu'on a mis dans nos élections au Bénin. Sinon, avant 2013, qu'on a introduit ça, je crois, à chaque élection, on n'a jamais fini de calculer les résultats avant la proclamation des résultats. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Il y a une cellule informatique à la Sénat. On recrute des experts informaticiens et les résultats des postes de vote tombent directement à la Sénat. Vous allez à la Sénat, vous avez des milliers de jeunes. C'est vrai que ça permet d'avoir un peu de pédium, mais ça va dans tous les sens. Avec ce système de centralisation au niveau d'arrondissement, vous allez capter ça là et vous savez que vous avez vos résultats. C'est moi qui ai induit ça. Et la représentation nationale m'a suivi. Je me rappelle quand on a fini l'exposé, maman Vera Soglo a dit, mais voilà quelque chose qui a du sens. Elle a apprécié ça aussitôt et c'est à partir de ça que les députés ont mis ça dans le code. Donc on ne peut pas aujourd'hui bafouer ce critère de transparence pour les élections. Donc, ça n'a pas changé. Vous allez voir les quelques que j'ai mis en jaune. Regardez, c'est 2024 ça. Là, si vous avez bien lu, c'est le code de 2018. L'article 104, c'est ce que ça dit. D'accord? Quand je reprends en 2024, on a supprimé des questions de forme comme suit. Un pli scellé est destiné, non, on a barré est. Et puis là, on a ajouté ou de parti en lice est présent. Pourquoi? Parce que pour se prélever, si vous êtes même parti en lice et que vous n'êtes pas là, il ne faut pas aller demain parler à la télé pour dire on ne vous a pas donné. C'est pourquoi qu'on a ajouté parti en lice et présent. On a ajouté ça. C'est tout ce qui a changé. Donc que les gens n'aillent plus sur les télés mentir pour dire que nous avons tout changé. On n'a pas touché à ça. Il apporte également quelques clarifications sur la liste électorale et sur le certificat de conformité. Deux problèmes qui se posent sur la liste. Le renseignement des centres de vote. Au moment où on a mis en place la liste, et jusqu'à aujourd'hui, c'est un outil technique. Pour prendre vos données à l'ANIL, personne ne vous demande où vous voulez voter. Et c'est le siège du problème, ça. Parce qu'au moment des élections, on vous met où? Vous êtes allé vous inscrire à Comé. Vous êtes de Comé. Au moment de vous inscrire, on demande votre adresse, vous donnez l'adresse de votre père à Comé. Mais comment l'ANIL peut faire pour vous mettre à Cotonou où vous avez toujours voté? L'ANIL va vous mettre à Comé, à côté de la maison de votre père. Après, vous allez commencer par crier, non, je n'ai jamais voté là-bas. C'est ça le premier problème. Et nous avons aidé, il y a un comité d'experts avec le président Jean-Baptiste Elias. On a aidé à régler ce problème lors des élections sur-dernières. Qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé aux responsables de l'ANIP quand on a été... Parce qu'il y a des experts électoraux parmi nous aussi. Donc on leur a dit, ce que vous allez faire, vous allez croiser la liste que vous avez là du RAVIP avec les données de la LEPI. Placez tout le monde là où ils votaient pour la LEPI. Quand vous croisez là, c'est clic, hein, techniquement. Et puis après, ceux qui se sont déplacés pour indiquer leur centre de vote, parce que l'opération était là, les gens avaient déjà indiqué leur pot de vote, vous les sortez, vous les mettez dans les centres de vote qu'ils ont indiqués. Ça a permis de régler en grande partie le problème. C'est le premier problème. Le problème là va continuer. On place quelqu'un qui n'a pas envie de voter là. Je sais, les experts chargés d'auditer le fichier
J'espère qu'ils vont nous donner des propositions concrètes par rapport à ça. Deuxième problème, c'est la question des morts. J'ai été heureux d'entendre le président de la République dire ça. Si même le directeur de l'ANIP, sa maman décède et qu'il ne présente pas la déclaration de mort, l'acte de décès de sa maman, il ne peut pas l'enlever de la base. Il ne peut pas. Donc, dans les villages où les gens ne font pas de déclaration d'acte de décès, l'ANIP ne peut rien faire. On va afficher la liste et ces morts seront dedans. Il faut le savoir, ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pour que les gens n'aillent pas voir des morts pour dire, bon, on a fraudé, il y a tout ça qui embrouille le paysage. Et ce qu'on fait, si bien le président le dit, nous sommes avancés au Bénin par rapport à l'organisation des élections. C'est le deux problèmes. Après, il y a le problème technique de logiciel. Moi, je ne rentre pas dedans. Ceux qui sont là-bas iront dedans. Moi, mais deux problèmes que j'identifie, c'est ça. Après, comment on éprouve techniquement, il faut aller éprouver ça, je suis d'accord. Quand on fait ce clic-là, est-ce que ça ne donne pas autre chose? Les questions de logiciel, est-ce qu'il n'y a pas? Les autres, ils iront un peu plus loin pour aller fouiller dans ça. Alors, le certificat de conformité. La question du certificat de conformité. Si vous pouvez lire, vous allez lire, mais c'est trop long. En réalité, ce qui s'est posé, c'est quoi? Quand on a voté la charte des partis politiques, d'accord, on a donné 6 mois pour que les anciens partis se mettent à jour. Mais entre l'adoption du texte au Parlement et sa promulgation par le président de la République, il s'est écoulé un temps. Ce qui fait que les calculs que nous avions eu à faire à l'Assemblée nationale permettaient aux 6 mois d'expirer avant qu'on ne commence la déclaration des candidatures. Les quelques jours que nous avons eus entre l'adoption et la proclamation et la promulgation par le président de la République a fait qu'il y a un glissement. Donc, les 6 mois n'étaient pas expirés avant que ne démarre la déclaration de candidature. Le problème technique que ça allait poser, c'est ceci. Quand je prends un parti Tantampillon, qui est un ancien parti, mais qui n'a rien fait pour se conformer, je ne veux pas faire de la polémique, sinon je vais citer. Donc, qui n'a rien fait pour se conformer. Imaginez ce parti-là se présenter à la Sénat, les premiers jours de la déclaration, pour dire « je vais déposer ma liste ». La Sénat n'a aucun moyen de lui dire « ne dépose pas ta liste ». Parce qu'il est un parti régulièrement, il n'était pas encore issu. Mais il se fait que si la Sénat prend sa liste de candidature, le jour du scrutin, il ne serait plus parti politique au Bénin. On gère ça comment? C'est pourquoi la Cour constitutionnelle a dit ceux qui veulent déposer leur candidature, assurez-vous que le parti s'est conformé. Mais si on doit s'assurer que le parti s'est conformé, le papier que le ministère de l'Intérieur donne, ça s'appelle comment? Ça peut être une lettre, ça peut être un certificat, ça peut être n'importe quoi. Donc cette mystification sur le certificat de conformité, je veux détruire ça définitivement aujourd'hui. La Sénat dit, c'est comme si vous êtes directeur d'école et les enfants veulent déposer leur dossier pour aller aux examens. Et le directeur départemental de l'enseignement dit au directeur, pour prendre les dossiers d'un élève, assurez-vous que sa carte d'identité est valable le jour de la composition. C'est tout. C'est tout. La Cour constitutionnelle qui est chargée donc de prévoir ce genre de choses pour éviter ce genre de choses a dit, assurez-vous. Donc, même si la Cour n'avait pas parlé et que quelqu'un dépose son dossier à la Sénat allait faire quoi? Pour savoir si le parti est conformé. Parce qu'on s'enregistre et les formalités se font au ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas à la Sénat. Mais quelqu'un qui vient déposer ce dossier à la Sénat, comment la Sénat fait pour savoir que ce parti-là est conforme? On va demander au ministère de l'Intérieur. Mais le ministère de l'Intérieur ne va pas dire ça par téléphone. C'est un truc que le ministère de l'Intérieur va dire à la Sénat pour dire oui, que tel parti est vraiment conforme. Non, c'est ça, certificat de conformité. C'est tout. Ce n'est pas un truc nouveau. Ce n'est pas une pièce créée sur le processus et en dehors du cours. C'est faux.
Cette initiative vise à permettre à chaque acteur, notamment ceux des médias, de mieux cerner les subtilités du code électoral et de la réforme du système partisan, que chacun puisse, en toute objectivité, faire la part des choses entre les interprétations politiques et les dispositions juridiques souvent mal comprises ou déformées dans l'espace public. Chacun devra retenir ce qui était des sources de confusion à son propre niveau d'abord. Parce que c'est pour ça que cette conférence a été faite. Parce que quand je suis les journalistes, les chroniqueurs et autres à la télé, je remarque très bien qu'il y en a beaucoup qui se trompent de bonne foi. Voilà, parce que par défaut d'information et qui ne connaissent pas les vraies motivations. Quand je prends par exemple le seuil de l'éligibilité au partage des sièges, les gens croient que les 10% et autres là, que c'est des chiffres qu'on a balancés de façon anarchique. Non, mais ça concourt à un objectif et à un but. Et puis après, le curseur, l'instrument de mesure, c'est cet objectif-là. Nous avons projeté un documentaire qui a donné l'état des lieux d'un multipartisme débridé, autant de choses dommageables pour le développement et donc le bien-être collectif. Et avant que ne vienne au pouvoir le président Patrice Talon, nous avons convenu qu'il fallait réformer tout ça. Après, mais pour réformer, il ne suffit pas de parler autour. Pour réformer, il faut prendre des actes. Il faut agir sur l'achat des partis politiques. Il faut agir sur le code électoral. Il faut agir sur le financement public des partis politiques. Il faut donner un statut à l'opposition. Et puis c'est ce que nous avons fait. Au niveau du code, il faut inventer des mécanismes qui obligent quand même les gens à rester ensemble. À l'issue de la communication, le public a eu l'occasion de s'exprimer. Plusieurs participants ont salué l'approche pédagogique adoptée par l'honorable. Ils insistent sur la nécessité d'élargir cette communication pour une meilleure appropriation de la réforme. On dit souvent que c'est de la discussion que j'ai eu la lumière. Il a fallu qu'on vienne ici, qu'on écoute beaucoup de choses. Et cela permettra à nous qui sommes venus ici d'aller dire à nos populations qu'il y a beaucoup de non-dits. Et je pense que ce genre de situations-là doivent être reprises souvent pour la bonne marche de notre pays. Aujourd'hui, la réforme partisane a été dépouillée, détaillée ici, son origine et tout ce qui a conduit au code électoral a été démontré et exposé à tout le monde. Et nous avons compris qu'en réalité, l'objectif est d'aboutir à de grands partis. De très grands partis et que cela soit maintenu de façon à ce que ces partis ne s'éclatent pas et que la poursuite soit l'objectif qui soit finalisé. C'est-à-dire quoi? À la fin, nous ayons des grands partis et non des alliances qui vont se dénouer comme ça se faisait. Et nous avons compris aussi que la stabilité politique est indispensable pour la croissance économique. Et ça, c'est indiqué depuis, avant même l'arrivée du président Talon. Je n'ai pas perdu mon temps ce midi ou bien ce soir. Ce fut une belle présentation, une belle communication qui nous a permis de connaître le pourquoi de ces réformes du code électoral. Ça a été vraiment, pour tous les participants, ça nous a permis de comprendre les méandres des modifications apportées au code électoral. Et je crois que nous devons continuer ce genre d'exercice pour bien appréhender, s'approprier du code électoral pour pouvoir expliquer à la population que c'est pour le bien-être de nous tous, les Béninois, c'est pour conserver les acquis du système partisan que ces modifications étaient intervenues dans le code électoral. Nous avons assisté à une conférence très riche. Nous avons pu être informés et avec ces informations sur les déterminants et les enjeux du code électoral, nous pouvons avoir les instruments nécessaires pour parler à nos populations et après maîtriser ce que la loi contient afin que nous puissions atteindre les objectifs attendus. Nul n'est censé ignorer la loi. Et donc c'est important que nous puissions nous imprégner des textes qui régissent l'organisation des élections et que nous puissions avancer pour que notre pays puisse avoir le confort démocratique requis.
En éclairant les fondements et objectifs du nouveau cadre électoral, l'honorable Ordena Ladating invite les acteurs des médias et de la société civile à une lecture nuancée et constructive des réformes.